Vous savez, il y a des moments où le silence devient si lourd qu'il vous écrase. Où les mots que vous n'avez jamais dits deviennent des pierres dans votre gorge. Je m'appelle Marguerite. J'ai 72 ans. Et aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je vais vous dire la vérité. Tout a commencé un 24 décembre. Noël. Vous connaissez cette fête, n'est-ce pas? Cette promesse de retrouvailles, de chaleur familiale, de ces moments précieux où l'on se dit que tout va bien dans le meilleur des mondes. J'y croyais encore. La table était mise depuis le matin. Nappe blanche de ma grand-mère, argenterie de mariage, ces verres en cristal que Pierre et moi n'utilisions que pour les grandes occasions. J'avais préparé le réveillon comme chaque année depuis sa mort. Pot-au-feu, tarte aux pommes, cette recette de marron glacé qu'Antoine adorait enfant. Antoine, mon fils unique. 50 ans maintenant, père de famille, directeur dans une grande entreprise parisienne. L'homme qui devrait être là, avec Sophie sa femme et les petits, pour me dire que je ne suis pas seul au monde. 16h30. Le téléphone reste muet. 17h. Toujours rien. 18h. Je vérifie mon portable pour la 10e fois. Puis ce message. Froid comme un couteau. Maman, désolé, on ne peut pas venir ce soir. Sophie a la migraine et les enfants sont fatigués. On se voit bientôt. Bisous. Bisous. Comme si ce mot pouvait effacer l'absence. Comme si ces 5 lettres pouvaient combler le vide de cette chaise vide en face de moi. J'ai relu le message 10 fois. 20 fois. Cherchant entre les lignes une excuse, une justification, quelque chose qui puisse expliquer pourquoi mon fils unique m'abandonne le soir de Noël. Rien. Alors j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai serré les dents. J'ai ravalé mes larmes. J'ai rangé la table avec des gestes mécaniques, remis l'argenterie dans son écrin, plié la nappe blanche. Mais quelque chose s'est brisé ce soir-là. Quelque chose qui ne se réparerait plus. Vous savez, la solitude, ça ne vient pas d'un coup. Ça s'installe doucement, comme une maladie sournoise. D'abord, vous trouvez des excuses. Antoine est débordé au travail. Les enfants ont école. Sophie organise ses propres réveillons avec sa famille. Puis vous réalisez que les coups de téléphone s'espacent. Que les visites deviennent des corvées. Que vos petits-enfants vous appellent madame quand ils vous croisent dans la rue. Pierre me manquait terriblement cette nuit-là. Mon mari de 45 ans, parti il y a 3 ans d'un infarctus brutal. Lui qui savait toujours quoi dire, quoi faire quand Antoine se montrait distant. Il reviendra, Marguerite, disait-il toujours. C'est notre fils. Mais Pierre n'était plus là pour me rassurer. Et Antoine semblait avoir oublié que j'existais. Cette nuit de Noël, incapable de dormir, j'ai erré dans la maison comme un fantôme. Nos 45 ans de mariage résumés en objets silencieux. Les photos sur la cheminée. Le fauteuil de Pierre, intact depuis sa mort. Cette odeur de sa pipe qui s'accroche encore au rideau du salon. C'est en rangeant ses affaires pour la énième fois que je l'ai trouvé. Le tiroir secret. Pierre était menuisier de formation. Il savait créer des cachettes invisibles, des compartiments que seuls ses doigts de craftsman pouvaient détecter. J'avais toujours su qu'il existait, ce tiroir caché dans son bureau. Mais jamais je n'avais eu l'audace de fouiller. Cette nuit-là, mes mains ont bougé toutes seules. À l'intérieur, une enveloppe épaisse. Mon nom écrit de sa main ferme. Et à côté, une clé dorée que je ne reconnaissais pas. Ma chérie, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là pour te protéger. J'aurais voulu t'éviter cette douleur, mais il faut que tu saches. Antoine n'est plus l'enfant que nous avons élevé. Depuis des années, il attend. Il guette. Il calcule. La dernière fois qu'il est venu, j'ai trouvé dans mes papiers des documents que je n'avais jamais signés. Des procurations, des demandes de tutelle. Il a même contacté Maître Dubois pour savoir comment faire déclarer une personne âgée inapte à gérer ses biens. Notre fils, Marguerite. Notre fils nous vole. Mes mains tremblaient. Les mots dansaient devant mes yeux. Pierre, de sa tombe, me révélait l'impensable. J'ai acheté une petite ferme en Normandie. Elle est à ton nom,
protégé par un trust que même Antoine ne peut toucher. Les papiers sont chez Maître Durand, rue Saint-Martin. La clé ouvre la porte d'entrée. Va Y, ma chérie. Découvre ce que j'ai préparé pour toi. Et surtout, ne laisse personne, même notre fils, décider de ta vie à ta place. Pierre. PS, j'ai tout filmé. Les tentatives de chantage, les menaces à peine voilées, ses visites chez le notaire. Tout est dans le coffre de la banque. Le code, c'est notre date de mariage. J'ai passé le reste de la nuit à relire cette lettre. À tourner cette clé entre mes doigts comme un talisman. Pierre avait vu ce que mon amour maternel aveugle avait refusé de voir. Antoine ne m'aimait plus. Peut-être ne m'avait-il jamais aimé. Il attendait juste que je meure pour hériter. Le lendemain matin, j'ai pris ma petite Clio et j'ai roulé vers la Normandie. 3 heures de route dans un silence de cathédrale, cette clé dorée sur le siège passager comme un secret brûlant. La ferme se dressait au bout d'un chemin de terre, entouré de pommiers nus et de champs endormis par l'hiver. Pierre avait bon goût. C'était exactement le genre d'endroit où nous avions rêvé de prendre notre retraite. La clé a tourné sans résistance. À l'intérieur, tout était prêt. Meublé avec goût, chauffé, vivant. Sur la table de la cuisine, une autre enveloppe. Une liste de voisins bienveillants. Des numéros utiles. Même un compte ouvert à la banque locale. Pierre avait pensé à tout. Pour la première fois depuis sa mort, j'ai pleuré. Mais pas de tristesse. De rage. Contre Antoine, contre moi, contre cette vie de mensonge poli que j'avais acceptée sans broncher. J'ai passé 3 jours dans cette ferme. 3 jours à réapprendre qui j'étais quand personne ne me regardait. Je me levais quand j'en avais envie. Je mangeais ce qui me faisait plaisir. Je parlais aux vaches du voisin comme à de vieilles amies. Le 3e jour, Antoine a téléphoné. « Maman, où es-tu ? J'ai sonné chez toi, la voisine dit que tu es partie depuis plusieurs jours. » Sa voix. Cette inquiétude feinte qui ne trompait personne. « Je suis en Normandie, Antoine. » Un silence. Puis cette question qui révélait tout. « En Normandie ? Chez qui ? Tu n'y connais personne. » « Chez moi. » Nouveau silence. Plus long. Plus lourd. « Comment ça, chez toi ? » « Ton père m'a acheté une ferme. Elle m'appartient. » Explosion. La vraie nature d'Antoine, enfin dévoilée. Papa n'avait pas le droit. Cet argent, c'est notre héritage. Tu ne peux pas gérer ça seul, à ton âge. Il faut qu'on en parle, qu'on organise ta vie différemment. Notre héritage. 2 mots qui résumaient 40 ans de mensonges. Antoine ne me voyait plus comme sa mère. J'étais devenu un obstacle entre lui et l'argent de la famille. Antoine, j'ai dit doucement, je raccroche maintenant. Maman, attends. On doit discuter. Je viens te chercher. J'ai coupé la communication. Pour la première fois de ma vie de mère, j'avais raccroché au nez de mon fils. Et j'étais fier de moi. Le lendemain, Maître Durand m'a reçu dans son étude cossue du centre-ville. Homme de 60 ans aux tempes grises, il connaissait Pierre depuis l'adolescence. Son visage s'est illuminé quand je me suis présenté. « Madame Chevalier, Pierre m'avait dit que vous viendriez. J'ai tout préparé. » Il a sorti un dossier épais. L'acte de propriété de la ferme. Le trust inviolable. Et surtout, les preuves. Les documents falsifiés qu'Antoine avait tenté de faire passer. Les rendez-vous secrets avec d'autres notaires. Les courriers menaçants envoyés à Pierre quand celui-ci avait refusé de signer une procuration générale. Votre mari était un homme prévoyant, Madame Chevalier. Et inquiet. Il savait ce qui vous attendait. J'ai tout lu. Tout compris. Antoine avait organisé méthodiquement mon dépossession. Il avait même contacté une maison de retraite au cas où maman deviendrait trop difficile à gérer. Difficile à gérer. Comme si j'étais un meuble encombrant. Que puis-je faire, Maître Durand? Vous défendre, madame. Et croyez-moi, vous avez toutes les armes nécessaires. Antoine est arrivé le surlendemain.
J'étais dans le jardin de la ferme, occupé à tailler les rosiers que Pierre avait plantés pour moi. Je l'ai entendu claquer la portière de sa BMW avant de le voir. Il était furieux. Visage rouge, cheveux en bataille, costume froissé. L'image même de l'homme qui perd le contrôle. Maman. Ça suffit, cette comédie. Tu rentres à la maison immédiatement. Je n'ai même pas levé les yeux de mes rosiers. Bonjour Antoine. Comment vont Sophie et les enfants? Ne change pas de sujet. Papa n'avait pas le droit d'acheter cette baraque sans nous consulter. C'est de la manipulation pure et simple. Manipulation. Ce mot dans la bouche de mon fils. L'ironie était savoureuse. Ton père avait tous les droits, Antoine. C'était son argent, gagné avec ses mains, économisé pendant 40 ans. Notre argent, maman. L'argent de la famille. J'ai posé mon sécateur. Je me suis retourné. J'ai regardé mon fils, cet homme de 50 ans qui réclamait un héritage avant même ma mort, droit dans les yeux. De quelle famille parles-tu, Antoine? Il a cligné des yeux. Déstabilisé. Comment ça, de quelle famille? La famille qui m'abandonne le soir de Noël? La famille qui ne me rend visite que pour vérifier si je suis encore assez lucide pour signer des papiers? La famille qui contacte des maisons de retraite dans mon dos? Son visage s'est décomposé. Il avait compris que je savais. Maman, qui t'a dit? Ton père. Il a tout vu, tout compris, tout prévu. Antoine s'est effondré sur la chaise de jardin. Pour la première fois depuis des années, il avait l'air de mon petit garçon. Mais c'était trop tard. Maman, les enfants coûtent cher, Sophie veut une maison plus grande, mon travail est instable. Des excuses. Toujours des excuses. Et tu as pensé que voler ta mère était la solution. Je ne voulais pas te voler. Juste, organiser les choses. Pour ton bien? Pour mon bien. Cette phrase, je l'avais entendue toute ma vie. Quand Pierre décidait de mes vacances. Quand Antoine choisissait mes médecins. Quand tout le monde décidait à ma place, toujours pour mon bien. Antoine, écoute-moi bien. Pour la première fois de ma vie, je vais faire quelque chose pour mon bien. Mon vrai bien. J'ai sorti l'enveloppe que Maître Durand m'avait remise. Les preuves. Les faux documents. Les courriers de menaces. Si tu essaies encore une seule fois de prendre le contrôle de mes biens, je porte plainte. Pour tentative d'abus de faiblesse, faux et usage de faux, et tout ce que mon avocat trouvera d'autre. Antoine a pâli. Il tenait l'enveloppe d'une main tremblante. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton fils. Un fils qui respecte sa mère ne fait pas ce que tu as fait. Il s'est levé brusquement. La colère reprenait le dessus. Très bien. Garde ta baraque. Mais ne compte plus sur moi. Ni sur les petits. Tu veux être seul? Tu seras seul? Ces mots auraient dû me faire mal. Pendant 72 ans, la menace de l'abandon avait gouverné ma vie. J'avais tout fait pour éviter la solitude. Mais là, regardant mon fils me tourner le dos et claquer une nouvelle fois sa portière, j'ai senti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Pour la première fois de ma vie, j'étais seul par choix. Les premières semaines ont été difficiles. Non pas à cause de la solitude, celle-ci, je l'apprivoisais jour après jour, mais à cause du silence du téléphone. Sophie n'appelait plus. Les petits-enfants semblaient avoir oublié mon existence. Antoine avait tenu parole. Il m'avait rayé de sa vie. Mais la ferme me consolait. Chaque matin, je découvrais un nouveau détail de l'amour de Pierre. Un massif de fleurs plantées selon mes goûts. Une bibliothèque remplie de mes romans préférés. Même une machine à coudre, comme celle que j'avais abandonnée des années plus tôt. Pierre m'avait rendu ma liberté. Et doucement, cette liberté prenait forme. Marie-Claire, la voisine, est devenue ma première amie en 40 ans. 65 ans, veuve elle aussi, elle élevait seule ses 4 petits-enfants depuis que sa fille était partie travailler en Angleterre. Au début, j'en voulais à ma fille de m'avoir laissé ses responsabilités, m'a-t-elle confié un après-midi autour d'un thé.
Puis j'ai compris que ces enfants me sauvaient de la dépression. Ils m'ont redonné un sens. Marie-Claire ne me plaignait pas. Elle ne me jugeait pas. Elle m'acceptait telle que j'étais, une vieille dame qui apprenait à vivre. Avec elle, j'ai redécouvert les plaisirs simples. Le marché du samedi matin. Les potins du village. Ces conversations qui ne mènent nulle part mais qui tissent les liens. Henri, le fermier d'Aix-en-Drave-Côté, m'a proposé de m'occuper de son potager. Mes articulations ne suivent plus, a-t-il dit avec ce sourire gêné des hommes qui demandent de l'aide. Mais la terre, elle a encore besoin d'amour. J'ai dit oui. Mes mains ont retrouvé le contact de la terre. Mes genoux ont réappris à plier dans les sillons. Mon dos s'est habitué aux courbatures des premières récoltes. Et j'ai compris quelque chose d'essentiel, j'étais heureuse. Pas de ce bonheur artificiel qu'on placarde sur les cartes postales. De ce bonheur profond, silencieux, qui vient de l'intérieur quand on arrête enfin de se mentir. Un soir d'avril, alors que je regardais le coucher de soleil depuis ma terrasse, le téléphone a sonné. Sophie. Marguerite? C'est moi? Sa voix hésitante, presque enfantine. Combien de fois avait-elle répété ce qu'elle allait me dire? Bonsoir Sophie. Je voulais prendre de vos nouvelles. Antoine m'interdit de vous appeler, mais les enfants me demandent où est grand-maman. Mes petits-enfants. Lucas, 8 ans. Émilie, 5 ans. Ces deux bambins que j'avais vus grandir depuis leur naissance et qui m'avaient été arrachés d'un coup. Comment vont-ils? Lucas fait du football maintenant. Émilie apprend le piano. Ils vous réclamaient pour Noël. J'ai dû leur dire que vous étiez malade. Malade de quoi? De lucidité? Sophie, je vais bien. Très bien, même. Un silence. Puis cette question que j'attendais. Marguerite, qu'est-ce qui s'est passé avec Antoine? Il refuse d'en parler, mais je sens qu'il a fait quelque chose. Ma belle-fille. Cette femme que j'avais toujours trouvée froide, distante, découvrait peut-être enfin qui était vraiment son mari. Il a essayé de me voler, Sophie. De prendre le contrôle de mes biens de mon vivant. Ton mari me considère comme un portefeuille ambulant. Elle a pleuré. Doucement d'abord, puis avec ses sanglots qui viennent du ventre. Je m'en doutais. Depuis qu'on a des problèmes d'argent, il est devenu différent. Obsédé par l'héritage. Il parle de vous comme si vous étiez déjà morte. Comme si j'étais déjà morte. Cette phrase résumait 3 ans de ma vie. Depuis la mort de Pierre, Antoine me traitait comme un fantôme qui tardait à disparaître. Sophie, les enfants peuvent venir me voir quand ils veulent. Avec ou sans la permission de leur père. Vous les prendriez? Même après ce qui s'est passé? Les enfants ne sont responsables de rien. Et ils ont le droit de connaître leur grand-mère. Ce week-end-là, Sophie est venue avec Lucas et Émilie. Antoine était en déplacement, par hasard, a précisé Sophie avec un sourire complice. Mes petits-enfants ont découvert la ferme avec des yeux émerveillés. Lucas a aidé Henri à nourrir les vaches. Émilie a cueilli des fleurs sauvages avec Marie-Claire. Le soir, je leur ai lu des histoires comme avant, comme quand ils étaient encore mes petits-enfants et pas des étrangers. Grand-maman, m'a demandé Émilie au moment du coucher, pourquoi papa dit que tu es fâché contre nous? Comment expliquer à une enfant de 5 ans que son père est un menteur? Que l'amour peut se transformer en cupidité? Que les familles peuvent imploser à cause de l'argent? Je ne suis pas fâché contre vous, ma chérie. Jamais. Alors pourquoi tu habites si loin? Parce que parfois, les grands-mamans ont besoin de vivre leur propre vie. Elle a hoché la tête gravement, comme si cette explication lui suffisait. Les enfants comprennent souvent mieux que les adultes. 6 mois ont passé. Antoine n'a jamais rappelé. Marie-Claire dit que c'est mieux comme ça. Un fils qui fait du chantage affectif à sa mère n'est plus un fils, répète-t-elle. Elle a peut-être raison. Sophie et les enfants viennent maintenant un week-end par mois. Lucas m'aide au potager. Émilie apprend à cuisiner les recettes de son arrière-grand-mère. Nous formons une drôle de famille recomposée,
Mais nous sommes heureux. Hier, j'ai reçu une lettre d'Antoine. Pas un mot d'excuse. Juste une procédure de divorce que Sophie lui a fait signifier. Elle a fini par comprendre qu'elle vivait avec un étranger. Dans cette lettre, il me demande de l'aide financière. Pour les enfants, précise-t-il. Toujours pour les enfants. Jamais pour lui. J'ai déchiré la lettre sans répondre. Antoine devra apprendre à vivre sans l'argent de sa mère. Sans sa mère, tout court. Ce matin, en taillant mes rosiers, j'ai pensé à cette femme que j'étais il y a 1 an. Cette veuve apeurée qui attendait les miettes d'affection de son fils unique. Cette grand-mère qui s'excusait d'exister. Elle me semble si lointaine maintenant. La femme que je suis devenue n'a peur de rien. Elle vit selon ses propres règles. Elle dit non quand on essaie de l'utiliser. Elle dit oui à ce qui la rend heureuse. Pierre m'a offert plus qu'une ferme. Il m'a offert une seconde vie. Une vie où je ne suis plus la mère de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un, la grand-mère de quelqu'un. Je suis Marguerite. Tout simplement Marguerite. Et Marguerite n'a jamais été aussi libre. Les gens du village me respectent. Marie-Claire compte sur moi. Henri apprécie mes conseils. Sophie me fait confiance avec ses enfants. Mes petits-enfants m'aiment pour ce que je suis, pas pour ce que je peux leur donner. J'ai découvert que l'amour véritable ne chante pas. Il ne menace pas. Il ne calcule pas. Il existe, simplement, comme le soleil qui se lève chaque matin sur mes pommiers. Antoine croyait me punir en m'abandonnant. Il m'a libéré. La solitude qu'il m'a imposée s'est transformée en liberté. Le silence qu'il a créé autour de moi s'est rempli de nouveaux rires, de nouvelles voix, de nouvelles complicités. Je ne lui en veux plus. La colère, c'est encore une forme d'attachement. Et je me suis détaché de mon fils comme on se défait d'un vêtement trop étroit. Certains soirs, quand le vent fait chanter les pommiers et que la lune éclaire ma petite ferme, je pense à toutes ces femmes qui se taisent, qui acceptent, qui subissent, qui s'excusent d'être vivantes. Je pense à ces mères dépossédées par leurs propres enfants, à ces épouses oubliées sitôt veuves, à ces grand-mères mises au rebut comme des meubles encombrants. J'aimerais leur dire ce que j'ai appris, la famille n'est pas un droit de propriété. L'amour n'est pas une dette. La gratitude ne se monnaie pas. J'aimerais leur dire qu'il n'est jamais trop tard pour dire non. Pour partir. Pour recommencer. J'aimerais leur dire que la liberté a parfois le goût amer de la solitude, mais qu'elle nourrit mieux que tous les mensonges. Voilà mon histoire. L'histoire d'une femme qui a appris à 72 ans qu'elle avait le droit d'être heureuse. Qu'elle avait le droit de choisir sa famille. Qu'elle avait le droit de vivre pour elle-même. Pierre disait toujours, « Marguerite, tu es plus forte que tu ne le crois. » Il avait raison. Et maintenant, je le sais.